Merci de votre attention, Madame, Monsieur. Dans l'actualité ce mardi, le séjour guinéen du Premier ministre, comme Iselom Klassou était hier à Caleta, aux côtés d'Alpha Condé et d'autres chefs d'État. L'événement sur place, c'est l'inauguration d'un barrage hydroélectrique. Sa puissance 240 MW. Il devrait alimenter la population de la sous-région en énergie électrique. La gestion des conflits liés à la désignation des nouveaux chefs de village et cantons, sujet de discussion au ministère en charge des collectivités locales, en filigrane et en vue la préservation de la paix sociale. On évoque le sujet tout à l'heure dans le courant de cette édition. Et enfin, nous reviendrons sur la rentrée scolaire. Hier, c'était la reprise des classes. Nous proposons ce soir des images de Dapon avec l'appui, un dossier, la responsabilité des parents dans la réussite de leurs enfants. Et voilà, Madame, Monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici donc le journal. Bonsoir à tous. Les nouvelles de New York pour commencer. Ce journal New York où séjourne le chef de l'État. Il participe, vous le savez, à la 70e session annuelle des Nations Unies. En marge des travaux, le président Faure reçoit, discute, image ici de l'audience qu'il a accordée d'abord à Mario Pezzeli, le directeur de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Ensuite, à Okamuro Yoshifumi, ambassadeur du Japon aux Nations Unies, la teneur des entretiens au micro de Haruna Larja. On est en train de coopérer avec votre pays. Nous, on est ravis de cette coopération et donc c'est l'opportunité pour réviser ensemble au président qu'est-ce qu'on est en train de faire et où est-ce qu'on va. Effectivement, il y a du travail intéressant et important qu'on est en train de faire dans le domaine des capacités. Et aussi, on est en train de commencer du travail sur les systèmes de protection sociale. C'est un exercice complexe qui va se faire sur 10 pays, en Afrique et en Asie du Sud-Est, en coopération avec la Commission européenne. Et le Togo est un de ces 10 pays. Donc on travaillera pendant 4 ans sur cette question tellement importante. Mais vous voyez bien, les capacités, la protection sociale sont des éléments fondamentaux pour s'assurer que la croissance concerne tout le monde et tout le monde peut en bénéficier. Malheureusement, souvent la croissance est très peu inclusive. Et alors, au-delà de ce travail sur les capacités et sur le système de protection, la question qu'on a discutée est comment construire des stratégies pour faire en sorte que la croissance dans son ensemble soit inclusive. Et pas donc seulement avoir des importants, indispensables instruments pour compenser les inégalités qui se sont créées, mais comment faire en sorte que la croissance même soit plus égalitaire. J'étais ambassadeur auprès de Togo. Ça fait déjà 8 ans, de 2008 jusqu'à 2011. Et puis j'ai été nommé un directeur général pour l'Afrique à Tokyo, au sein de notre ministère des Affaires étrangères. Et avec ce titre, j'ai organisé le TICAD 5 à Yokohama en 2013. Et nous avons eu une gracieuse présence de son Excellence. Ensuite, il a effectué une visite au Japon après le grand tsunami. Son Excellence a visité l'endroit dévasté lui-même, de voir témoigner comment le peuple japonais a été touché par ce tremblement de terre ainsi que le tsunami. Mais il a aussi été très impressionné comment le Japon devait travailler pour la reconstruction. Donc tout ça, son Excellence et moi-même et son Excellence avec le Japon a une grande relation. Et lorsque j'ai amené notre Premier ministre Shinzo Abe dans le continent africain, c'était 2014, au début de 2014, il a atterri à Abidjan, mais son Excellence est venu le voir. Donc
L'amitié est non seulement moi-même et son Excellence, mais son Excellence est avec notre Premier ministre. Donc il se connaît bien. Et le Japon est toujours avec Togo. Nous pensons que le Togo, c'est un pays de potentialité, puisque le peuple est très encourageant, très ouvert. Plusieurs autres personnalités vont défiler dans le bureau onusien du chef de l'État. À l'image, vous allez le voir, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Delassène. Il sera suivi d'un autre Premier ministre géorgien, cette fois-ci Irakli, c'est son nom. Madame Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, sera aussi reçue par le chef de l'État avec le président béninois, Dr Yahi et Bodico Verre aussi à l'image. La dernière personnalité en image à être reçue par le président fort, le chef de l'État du Mozambique, Philippe Jacinto. Vous l'aurez constaté, pas de déclaration à l'issue de toutes ces audiences. On imagine tout simplement que les relations entre le Togo et ses pays et institutions ont été évoquées lors de ces différents entretiens. Et voilà, le chef de l'État à New York, le Premier ministre en Guinée-Conakry, en lieu et place du président, invité à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Caleta. Nous l'annoncions en titre. C'est à 150 km de la capitale Conakry, un barrage à vocation régionale, inauguré donc par Alpha Condé, le président guinéen, en présence de plusieurs autres personnalités étrangères. La cérémonie, le compte rendu de Joël Aziadapou. C'est un projet à vocation régionale qui a réuni en terre guinéenne plusieurs hautes personnalités et invités de marque qui soutiennent le projet d'interconnexion sous-régionale que symbolise le barrage de Caleta, dont la cérémonie d'inauguration s'est déroulée sous la présidence du chef de l'État guinéen Alpha Condé, en présence des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Mahamadou Issoufou du Niger. Le Premier ministre, chef du gouvernement Komi Selon Klassou, a représenté le chef de l'État Faure Gnassingbé à la cérémonie de mise en marche de la centrale hydroélectrique de Caleta, située sur le fleuve Concouré à 150 km au nord-est de la capitale guinéenne. Événement majeur, jour de joie et de fierté pour les populations guinéennes. Projet tout aussi bénéfique et vital pour l'ensemble de la sous-région ouest-africaine confrontée au manque d'infrastructures et de pénurie du courant électrique. Pour Jean-Louis Borloo, ancien ministre français de l'écologie et président de la Fondation Énergie pour l'Afrique, cette inauguration est source de paix et de solidarité qui devra améliorer le quotidien des populations. Merci parce que ce projet est un projet de paix, de prospérité et de développement pour l'Afrique, pour l'Europe et pour le reste du monde. C'est le projet de la parole tenue. Projet qui change la vie de 4 millions de Guinéennes et de Guinéens. Projet qui s'est fait dans le dialogue respectueux avec les populations. Projet d'une prouesse inouïe, un an de moins que promis, ce qui paraissait déjà impossible, et le tout malgré Ebola. Dans son discours inaugural, le président guinéen a insisté sur l'enjeu de ce barrage qui est de transformer les potentialités énergétiques de la Guinée pour servir l'espace CEDEAO. L'électricité est très important pour l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes très heureux du projet de notre ami et frère Jean-Louis Borloo, l'électricité pour tous, pour l'Afrique. Nous ne faisons pas seulement l'électricité pour la Guinée. L'électricité va nous permettre de développer la métallurgie et la sidérurgie avec nos amis du Nigeria qui ont une grande consommation, du Congo, etc. Sans l'électricité, l'Afrique ne peut pas se développer. Avec l'électricité, nous pouvons nous industrialiser.
et nous ne verrons plus nos enfants mourir dans les eaux de la Méditerranée parce qu'ils sont ils désespèrent de l'Afrique, ils désespèrent de trouver du travail en Afrique. Seule l'électricité peut nous permettre de transformer nos potentialités en réalité. Fruit de la coopération sino-guinéenne, la construction du barrage de Kaleta est estimée à plus de 223 milliards de francs pour une production de 240 MW. La coupure du ruban symbolisant le lancement officiel du barrage a été faite par le président guinéen, suivi d'une visite des installations de cet important ouvrage qui vient ainsi résorber une bonne partie du déficit énergétique de la Guinée et des pays voisins. 30% de la production de Kaleta vont être exportés en direction de la Guinée-Bissau, du Sénégal et de la Gambie. Les personnalités présentes à cette cérémonie ont été conviées à un déjeuner offert pour célébrer le projet d'interconnexion électrique bien en marche dans la sous-région ouest africaine. Voilà, comme c'est l'homme Classo de retour à Lomé hier, et ce matin déjà le chef du gouvernement a eu une entrevue avec une délégation de la Banque africaine de développement. C'est Dr Serge Nguessan, le représentant résident de la BAD à Lomé, qui a introduit cette délégation auprès du Premier ministre. La stratégie d'intervention de la BAD au Togo pour la période 2016-2020 a été passée en revue. Qu'est-ce qu'on en retient? Eh bien, voici les précisions au micro de Christine Péché-Kialoulé. Nous avons été honorés d'être reçus par le Premier ministre pour discuter de la nouvelle stratégie d'intervention du groupe de la Banque africaine de développement au Togo pour les 5 prochaines années. Nous retenons que le gouvernement est engagé à faire de ce mandat de 5 ans du chef de l'État un mandat social. Le Premier ministre a insisté donc sur l'importance d'avoir une inclusion économique et sociale qui devrait être le vecteur de la cohésion nationale. Ce premier point de discussion a résonné fortement au sein de l'équipe de la banque parce que, comme le Premier ministre l'a dit, la finalité du développement, c'est le bien-être des populations. Le Premier ministre a aussi insisté sur les grandes réformes économiques et surtout sur le processus de l'amélioration de la gouvernance dans ce pays. Sans une bonne gouvernance, sans la lutte contre la corruption, comme il l'a dit, les efforts de développement seront pratiquement nuls. Nous avons aussi noté ce fort engagement et comme vous le savez, la gouvernance est un des piliers forts de la stratégie décennale de la Banque africaine de développement. Le troisième élément qui est ressorti de cet échange avec le Premier ministre, c'est la volonté d'aller vers cette décentralisation qui permettra aux régions du Togo de profiter des fruits de la croissance. Nous avons salué cet engagement et rassuré le Premier ministre que la Banque africaine de développement appuiera le gouvernement pour réaliser cette décentralisation, surtout dans sa dimension économique et sociale. Le Premier ministre a aussi insisté sur les grands secteurs à fort potentiel sur lesquels il voudrait voir la banque intervenir. Nous avons eu, je l'ai dit avec le Premier ministre, une convergence de vues sur ces grands secteurs, notamment le secteur de l'agriculture et le secteur de l'énergie, mais en incluant les secteurs du transport et les secteurs sociaux. Donc nous repartons reconfortés des discussions que nous venons d'avoir avec le Premier ministre, parce qu'avec le gouvernement du Togo et la banque, nous sommes en convergence. Nous allons maintenant finaliser cette stratégie et proposer à la partie togolaise des axes qui répondent aux préoccupations du pays.
Une délégation de la BAD précédée en première audience de celle des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone subsaharienne. Elles tiennent depuis hier, ces institutions, une grande réunion à Lomé. On en vient dans un instant. D'abord, l'entrevue avec le Premier ministre, les précisions au micro de Christine Pétikianoudé. Nous, institutions supérieures de contrôle, affiliées dans le groupe CREFIAF, nous tenons ici à Lomé, capitale du Togo, une réunion. Une réunion qui se tient du 28 au 30 et au cours de laquelle nous débattons sur deux points précis. Le premier point, c'est celui de la coopération, de la relation que nos ISC, c'est-à-dire nos institutions supérieures de contrôle, doivent avoir avec les parties prenantes. Et le deuxième point, à porter sur l'efficacité, nos ISC, nos institutions supérieures de contrôle, pour participer à la lutte contre la corruption. Voilà les deux points que nous avons exposés à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a estimé que cette entreprise, cette initiative est importante et déterminante pour contribuer à la consolidation de l'état de droit que nous cherchons tous en Afrique. On en vient donc, je vous l'annonçais tantôt, à cette rencontre à Lomé des institutions de contrôle de finances publiques, oui, de finances de l'État souvent plombées par et la corruption et les fraudes, deux fléaux majeurs à combattre. Comment assainir donc la gestion? Eh bien, c'est justement la grande question. Robert Quatagui, Félix Imdacha. Telles formes économiques et une bonne gouvernance sont un gage pour le développement, partant l'élimination de l'extrême pauvreté. En la matière, le Togo fait figure de bon élève. En témoigne la mise en place des institutions de lutte contre la fraude et la corruption, notamment la Cour des comptes, l'ITIE, de même que l'autorité de régulation des marchés publics. Pour réaffirmer son engagement à lutter contre la mauvaise gouvernance, le Togo a intégré des structures telles que le CREFIAF, le Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, organismes dont les délégués sont en réunion à Lomé pour échanger sur le programme de l'IDI, entendez Intosai Development Initiative, portant sur l'engagement des institutions supérieures de contrôle dans la lutte contre la corruption. La corruption, la fraude sont des fléaux qui sapent les efforts du gouvernement. Et nous allons essayer de partager les expériences d'autres pays et voir comment pouvoir améliorer nos outils et renforcer nos capacités pour pouvoir combattre ces fléaux. Puisque nous savons que quand un franc est mis pour le développement et il va ailleurs, c'est le développement qui en pâtit. Quand il y a moins de corruption, moins de fraude, il y aura plus de prospérité pour tous les citoyens. Une cinquantaine de délégués experts venus de 23 pays africains prennent part à cette rencontre d'échange. Le président du CREFIAF a appelé les participants à contribuer au mieux à l'atteinte des objectifs de cette réunion qui va permettre, entre autres, l'engagement des chefs des ISC pour la mise en œuvre de l'initiative de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. La gestion, une gestion saine donc des finances publiques. Ici aussi, les questions de bonne gestion, mais cette fois-ci des conflits liés notamment à la désignation des nouveaux chefs de village et de canton, des conflits qui menacent, vous le savez, la paix sociale dans différentes localités. Les cas sont légion. Alors le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales veut en finir avec ces conflits. Il en a donc discuté hier avec les premiers concernés. Eric Djanipo et Serre Laclé. Les problèmes liés à la chefferie traditionnelle deviennent de plus en plus récurrents au Togo. Les difficultés sont surtout relatives à l'épineuse question de la succession au trône, disposition qui régit pourtant les civilisations depuis les temps anciens. Lorsque un chef n'est plus et qu'il faut désigner un nouveau chef, c'est en ce moment que nous avons les contestations, les réclamations. Nous essayons de sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent. Une fois que l'arrêté est signé, une fois que le décret est signé,
il faut que tout le monde l'accepte. Mais en dehors de ça, c'est les problèmes fonciers qui gênent aussi la chefferie traditionnelle. Pour y remédier, le gouvernement a promulgué la loi numéro 2007-602 du 8 février 2007. Malheureusement, le problème persiste. Pour trouver une issue favorable à ces crises, les leaders d'opinion et préfectoraux, les chefs cantons de village, les préfets, les présidents de délégations spéciales et les agents d'état civil des préfectures de Vaud, de Bamouno et des Lacs échangent sur les questions. En toile de fond, l'érection des conseils de chefferie. Les conseils de la chefferie traditionnelle sont des structures qui sont prévues par la loi de 2007. Il s'agit de mettre d'abord un conseil au niveau national, un conseil par région et puis un conseil par préfecture. Les conseils ne sont pas des instances de décision, mais à travers leur travail, ils donneront leur avis pour éclairer l'autorité compétente pour pouvoir prendre la décision lorsqu'un problème se pose. Les litiges fonciers, la cohésion sociale, le comportement des chefs, la gestion de la transhumance et le respect de l'autorité de l'État sont les autres thématiques qui seront abordées au cours de cette journée. Payadoa Boukwesi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, rassure quant à la suite à donner à cette rencontre. Nous avons voulu rencontrer les chefs pour examiner avec eux les attributions et les modalités de fonctionnement de ces différents conseils qui sont prévus par la loi mais qui ne sont pas encore installés. Et lorsqu'on aura échangé avec eux, nous espérons qu'ils vont vraiment enrichir les débats et nous allons nous inspirer de ce qu'ils vont nous proposer et alors nous allons très prochainement mettre en place ces conseils préfectoraux, régionaux et le conseil national de la chefferie traditionnelle. Après cette session, les chefs traditionnels des préfectures de Uzio, de Yoto et de Lavé vont également se livrer au même exercice afin d'œuvrer conjointement pour la paix et la cohésion sociale, gage d'un développement durable. Et il va sans dire que ces conflits de chefferie, ici et là, mettent en péril le développement local. Les communes ne sont pas épargnées parfois, tout est lié. Le développement local, sujet évoqué d'ailleurs à Kara, à Dapon, Sokoli, Atakwame-Tievi, avec l'élaboration d'un plan, une stratégie de développement. Comment doter donc les localités d'outils nécessaires? Que prévoit le plan? Gérald Agoudou, Antoine Droumaovovo. Le Code général des collectivités territoriales confère aux communes et aux régions la compétence d'élaborer et d'exécuter leur plan de développement dans le respect des grandes orientations de l'État qui doit les appuyer à élaborer de bonnes politiques. C'est donc pour marquer cet accompagnement qu'est élaboré le présent guide. Beaucoup de collectivités avaient pour devoir inscrire dans leur budget annuel des projets de développement. Or, ils le font sans plan de développement. Et pour beaucoup de collectivités territoriales qui ont initié des plans de développement, elles l'ont fait sans une méthode harmonisée. C'est un document qui désormais permettra à toutes les collectivités de se retrouver à l'aise dans l'élaboration de leur plan de développement. Ceci avec l'appui financier et technique de la GIZ qui prend en compte les domaines prioritaires de développement dans son programme Bonne gouvernance et décentralisation. Sur une bonne voie parce que le guide a trouvé un grand consensus. Il est vulgarisé par une centaine de personnes et on trouve l'unanimité dans tout ce qui est décrit dans le guide comme démarche pour élaborer un plan de développement. Le guide ainsi vulgarisé après une tournée à l'intérieur du pays prend en compte tous les thèmes émergents, la gestion axée sur les résultats, la bonne gouvernance, les ODD, les personnes handicapées. C'est un outil qui aidera à coup sûr les collectivités dans l'élaboration de leur plan de développement. Un développement local, le développement tout court, eh bien, c'est du concret qui engage la vie des populations. Illustration avec ce projet 8 mois, l'installation de lampes à basse consommation. Les travaux ont été lancés ce mardi. Ça devrait couvrir l'espace 8 mois. Quoi sigler? Félix Imdacha.
Je l'annonçais tantôt, le lancement aujourd'hui donc d'un projet UMOA, l'installation de lampes à consommation à basse énergie. Et nous reviendrons sur le sujet si tout va bien dans le courant de cette édition. À signaler dans l'actualité et à l'étranger, cette information que nous apprenons avant notre entrée en studio, des tirs ont résonné ce mardi soir aux alentours du camp du régiment de sécurité présidentielle RSP au Burkina Faso. Plusieurs dizaines de soldats poutistes et le général Gilbert Diendéré, encerclés par des unités de l'armée, refusaient de se plier au processus de désarmement. La situation est très tendue ce mardi soir donc à Ouagadougou, particulièrement aujourd'hui autour du camp où sont retranchés les soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Oscille donc au désarmement l'ex-chef de Putsch, l'ex-chef des poutistes, le général Diendéré, a demandé à ses hommes dans un message à la radio de déposer les armes pour éviter un bain de sang. L'état-major général des armées donne encore une dernière chance aux irréductibles pour se rendre. Plusieurs tirs à l'arme lourde ont été entendus en fin d'après-midi à Ouagadougou, celle-ci provenant de périmètre du camp Nabakoum, indiquant que les affrontements tant redoutés entre les forces loyalistes et les soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont commencé. Et dans la foulée, nous apprenons aussi que Djibril Bassolé a été arrêté à son domicile par des éléments de la gendarmerie. Il a été arrêté à son domicile, près du ministère des Affaires étrangères. C'est en lien avec le coup d'État du 17 septembre dernier. Une perquisition est également prévue à son domicile, a affirmé ainsi une source militaire. Autre sujet évoqué maintenant, retour chez nous dans l'actualité nationale, le projet d'appui au service de santé maternelle, infantile et de nutrition. Le lancement officiel a été acté ce matin. La Banque mondiale soutient cette initiative. Désiré Dabovi et Demsosouko. La Banque mondiale et le Togo élargissent leur partenariat. Cela se matérialise par le lancement du projet d'appui au service de santé maternelle et de nutrition. 7 milliards de francs CFA pour améliorer les chances de survie des enfants et des femmes enceintes. Le projet va durer 4 ans et s'articule autour de 3 axes, à savoir la lutte contre le paludisme et la malnutrition, ainsi que le renforcement de la gouvernance du ministère en charge de la santé. C'est un projet qui couvre l'ensemble du territoire national pour ce qui est du volet paludisme et renforcement du système d'information sanitaire. C'est dans son volet lutte contre la malnutrition que le projet prend en compte en sa phase pilote 2 régions sanitaires, la région des plateaux et la région centrale, où les indicateurs de malnutrition chronique était très élevé au départ de l'élaboration de ce projet. Et aussi, étant entendu que c'est un projet à assise communautaire, où ce sont les agents de santé communautaire formés qui mettront en œuvre ces différentes interventions, c'est-à-dire le diagnostic rapide du paludisme au sein des communautés, et aussi d'aider les femmes enceintes à recevoir le traitement intermittent et aussi à renforcer la disponibilité des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans les ménages. Le projet est ainsi amorcé avec des résultats significatifs attendus en matière de prise en charge des femmes et des enfants. La maternité, corollaire de la magie de la fécondité et de la reproduction, est à ce jour objet d'une grande attention en raison des affections qui y sont rattachées. À l'égard de ses partenaires, le gouvernement togolais est résolument déterminé à respecter les règles de l'équité, fondement de l'union avec ses associés, à leur inspirer confiance par ces principes à travers des pratiques orthodoxes respectant l'esprit et la lettre des conventions qu'il a signées. Il s'agit d'un véritable coup de pouce au système sanitaire si l'on sait que le secteur est marqué par un taux élevé de mortalité maternelle, 350 pour 100 000, 42 pour 1000 pour la mortalité néonatale, 123 pour 1000 pour la mortalité infanto-juvénile, avec près de 30% de taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans.
Dans le reste de l'actualité, retour sur ce projet. Yomoa, nous l'annoncions tantôt, l'installation de lampes à basse consommation. Les travaux, vous disais-je, ont été lancés ce mardi. Ça devrait couvrir l'espace Yomoa. Voici Félix Simdacha. De l'énergie, il en faut pour alimenter ces appareils électriques. Malheureusement, comme cette lampe dont la puissance est de 800 watts, il y a des ampoules qui consomment trop d'énergie. Pour les remplacer, la commission de l'UEMOA opte pour les lampes économiques dans les administrations et établissements publics des États membres. L'impact sera la diminution de la facture énergétique. Avec les lampes à basse consommation, c'est quoi? C'est les LED qui ont des puissances installées environ de 9 watts à 11 watts. Contrairement aux ampoules donc incandescentes classiques que vous connaissez aujourd'hui, qui ont une puissance entre 40 et 60 watts, qui éclairent mieux et qui durent plus. Donc vous voyez de 60 watts à 11 watts, regardez combien vous économisez. Vous n'économisez pas moins, vous allez économiser au moins 50% de la consommation énergétique. Donc là, c'est de l'argent qu'on peut dégager pour faire des actions de développement. Je donne un exemple. Si le Togo payait, si l'administration payait 2 milliards à la CET, maintenant l'administration va payer entre 1 milliard et 1,5 milliard. L'économie des 500 millions, ça peut permettre de faire des actions de développement. À cette rencontre, les experts se sont retrouvés pour le lancement du programme. Il s'agit en outre pour les représentants des administrations publiques des pays concernés par le projet de définir un mécanisme de suivi pour assurer la pérennité du programme prévu pour être exécuté par la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, SABER. Avant de boucler cette édition, retour sur la rentrée des classes hier au Togo. C'est effectif partout. On a fait le tour hier dans différentes villes. Voici ce soir, comme promis, les images de Dapaon. Désiré Aloy, notre bureau sur place. 28 septembre 2015, jour de rentrée scolaire au Togo, au collège Montfant, un tour dans les salles de classe, les élèves sont présents pour le premier cours. Un bon départ constaté par le membre du gouvernement, Tchabinandi Yenchare Kolami, ministre en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, présente dans la région dans le cadre de la rentrée solidaire. Au lycée de Nassablé, quelques retardataires cherchent à s'inscrire. Dans cette salle de terminale S, ils sont déjà concentrés sur le cours de la méthodologie en philosophie. On vient de commencer avec le cours de philosophie et je vois que c'est très bien et je me suis déjà préparée pendant les vacances. Partout, c'est la détermination de tous les acteurs pour mener à bien les activités liées à l'enseignement pour le succès de l'année académique 2015-2016. C'est un devoir pour nous de faire quoi? De leur dispenser le cours et surtout qu'ils sont arrivés à l'heure et l'administration a pris des dispositions idoines pour que la rentrée commence dans de bonnes conditions. Tous les élèves sont là, les enseignants sont en place et tout se déroule bien. Donc ce que je peux dire, c'est de souhaiter à toute l'éducation, à nos autorités éducatives, une bonne rentrée scolaire. L'école reste le premier facteur de développement. Madame la ministre a souhaité bonne rentrée scolaire à tous les acteurs de l'éducation. Et demain, nous reviendrons sur la responsabilité des parents dans la réussite de leurs enfants pour le compte de cette rentrée scolaire demain dans nos éditions. Fin de la présente, on va se quitter tout de même sur une dernière image. L'inauguration hier à Caleta, en Guinée-Conakry, d'un barrage hydroélectrique. Sa capacité 240 MW. Il devrait alimenter la population de la sous-région en énergie électrique. Le Premier ministre togolais était là, vous le voyez, vous l'avez vu en image, représentant le chef de l'État qui prend par lui, vous le savez, à la 70e session annuelle des Nations Unies à New York. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo, les prévisions, Cléo Sabine Poko, 20h50, le journal de l'écho, Mathias Touglo, 21h15, le magazine Santé d'abord, Carole Peto, Afang Bedi, et puis 22h30, aux dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Conakry, en Guinée, à New York, aux États-Unis, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.